Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Quotidien avec Francis Gosselin. Bonjour Francis. Bonjour Marie-Ève. On parle de fraude cet après-midi. On sait qu'il y a de plus en plus de sensibilisation au risque d'arnaque et ça fait en sorte que les gens sont plus méfiants, mais parfois trop. Il y a des données récentes qui montrent qu'un Canadien sur 5 risque de manquer le paiement de ses factures par crainte d'une escroquerie. C'est quand même une conséquence inattendue de l'augmentation des fraudes. Oui, effectivement. C'est un rapport de Paiement Canada là, qui a été dévoilé ces derniers jours, là, qui est repris par plusieurs médias, qui montre effectivement que la progression est quand même assez importante du nombre de fraudes sur Internet, puis là, toutes sortes de fraudes, hein, évidemment, fait en sorte que la majorité, là, donc plus de 50% des Canadiens, changent leurs habitudes. Puis dans certains cas, comme tu l'as dit, vont soit décaler ou ne pas faire un paiement de peur que justement la source, là, l'entreprise qui exige un paiement soit une source frauduleuse. Donc ça peut occasionner toutes sortes de problèmes, des délais, des frais d'intérêt, etc. Et donc c'est vraiment un enjeu là, comme un serpent qui se mord la queue, là, un véritable cercle vicieux dans lequel ces gens-là qui potentiellement ont des craintes, se retrouvent à se faire charger des frais de toute nature et donc sont doublement pénalisés là, en raison de cette problématique-là. Et ce sont quand même des craintes fondées parce que toujours, selon ce nouveau sondage, il y a 13% des Canadiens qui ont été victimes de fraude de paiement au cours des 6 derniers mois. Ajoutons à cela qu'il y a un tiers d'entre eux qui ont de la difficulté à distinguer des communications réelles de fausses communications. C'est vraiment un problème là, de société. Tout à fait. On est loin de l'époque là, où on recevait des courriels écrits un peu n'importe comment là, de princes saoudiens ou nigérians. Là, la fraude sur le... C'est beaucoup plus raffiné. Puis, je veux dire, l'utilisation des logos est conforme, la mise en page, la qualité de l'écriture. On est vraiment face là, à des escrocs professionnels qui prennent tous les moyens nécessaires pour envoyer parfois des messages, que ce soit par SMS, par courriel, par d'autres façons, et se font carrément passé, là, donc incarne une organisation, une entité, une institution et demande soit une information personnelle, soit un paiement, soit un numéro de carte. Et donc, encore une fois, même pour des gens relativement bien formés en numérique, là, ça peut être difficile parfois de distinguer le vrai du faux. Et donc, effectivement, pour moi, ce chiffre-là du 13% dans les 6 derniers mois, c'est énorme. C'est un Canadien sur 10. C'est un très gros chiffre. Et puis, comme je l'expliquais, là, on voit vraiment une progression au cours des dernières années. Puis étrangement, il y a très peu d'encadrement. Même les institutions financières canadiennes n'ont pas vraiment d'obligation de dédommagement ou de protection. Peu de conséquences pour les fraudeurs. Et pour les banques, les institutions qui parfois sont ceux et celles à qui on confie notre argent, si on leur confie puis que l'argent disparaît, ils devraient, en tout cas dans mon esprit, avoir une responsabilité partagée. Certaines font valoir que si le client dévoile des informations, il ou elle est responsable. Mais encore une fois, il y a vraiment un besoin, je pense, de mieux encadrer l'ensemble de ces pratiques-là pour éviter justement que les gens qui ont peut-être un peu moins de littératie numérique, un peu moins de littératie financière soient, comme je l'expliquais, doublement pénalisés puis se retrouvent à se faire arnaquer là, à coût de 100 000, 10 000 $. C'est vraiment terrible comme situation. Oui, les techniques des fraudeurs évoluent pas mal plus vite que l'encadrement. Francis, sur un tout autre sujet, on va parler du coût des produits menstruels. Radio-Canada publie aujourd'hui un article sur la hausse du prix des produits d'hygiène féminine. Ça coûte de plus en plus cher. En 2 ans, le prix a augmenté de plus de 10 %. Ça, c'est près du double de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Pourquoi ces produits-là en particulier? Il y a beaucoup de ces types de produits-là là, dont le prix a augmenté, notamment parce que les intrants de ces produits-là ont aussi augmenté en valeur. J'ai fait un petit sondage express dans les studios de Cube plutôt. Toutes les collègues féminines sont d'avis que ça coûte très cher, mais dans les faits, je veux pas être plate, mais c'est un prix qui est relativement faible. Une boîte, ça coûte 10-12 $. Là. Je suis loin d'être un expert, mais évidemment, donc la progression de 10 %, ça se traduit par comme $1 additionnel. Et on a beaucoup parlé de cheapflation là, ces derniers mois. C'est souvent des produits justement dont le prix unitaire est relativement faible qui voient des progressions en pourcentage beaucoup plus importants. Donc, certains diront « ce n'est qu'un $», mais oui, mais $1 sur 10 $, c'est effectivement 10 % d'augmentation. C'est aussi perçu comme, je ne t'apprendrai rien, Marie-Ève, mais comme une injustice par de nombreuses femmes parce que c'est une dépense qu'elles ont que leurs comparses masculins n'ont pas, évidemment. Donc, évidemment, plusieurs lois
lois sont mises en place là, de plus en plus. Les entreprises à juridiction fédérale sont maintenant obligées de fournir des produits sanitaires dans leur bureau, mais certains demandent une expansion de cette réglementation-là pour couvrir l'ensemble des entreprises et des lieux publics, de la même façon qu'on fournit du papier à main et du papier de toilette, là, qu'on devrait fournir ça également. N'en demeure pas moins que c'est quelque chose sur lequel on a peu de contrôle parce que ce sont de très grands joueurs comme Procter & Gamble, Johnson & Johnson qui contrôlent le marché. Donc là, il faut aller voir un peu derrière là, quelles sont leurs stratégies et pourquoi effectivement ça augmente autant. Tu l'as mentionné, il y a plusieurs personnalités publiques qui réclament de plus en plus la gratuité de ces produits-là. La question qui me vient, c'est pourquoi Québec ne va pas de l'avant avec cette proposition? Pour l'instant, ça passe pas, mais pourtant, pour le gouvernement, ça ne reviendrait pas si cher pour faire une différence dans la vie de femmes qui en ont besoin. Honnêtement, je suis pas dans la tête là, de nos dirigeants. Possiblement que c'est un enjeu dont on parle souvent, mais qui est pas, comment dire, ça sera pas la question de l'urne, là, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est peut-être que ça passe en second plan. Ça serait pas très difficile, j'ai l'impression, à implanter. Après, il faudrait voir peut-être un seuil là, au-dessus de 25 employés ou 50 employés, mais effectivement, ça serait pas difficile. Après, la gratuité, on va continuer à s'acheter des produits d'hygiène personnelle pour la maison, mais je pense que la question, c'est dans les lieux publics. Puis bon, les femmes le savent, là, on se retrouve mal pris, les produits sont pas disponibles, on demande à une autre femme, mais c'est vraiment une drôle de situation que socialement, on ait décidé de fournir tous les produits d'hygiène, sauf ceux-là, dans les lieux publics. Donc là-dessus, je suis pleinement aligné avec ces revendications-là, Marie-Ève. Bon, bien, à voir si le dossier va progresser. On sait que ça a été fait au fédéral. Reste seulement à voir si Québec emboîtera le pas. Francis Gosselin, merci. On se retrouve demain.